France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, Françaises, Français. et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous étions en train de préparer une série de 3 émissions sur le lepénisme, une émission prospective avec les auteurs d'un livre qui va bientôt sortir et qui imagine Marine Le Pen au pouvoir et l'application de son programme. Je vous en parlerai bientôt. Un épisode sur le lepénisme version Marine Le Pen, le marinisme en quelque sorte, et bien sûr le premier épisode, le lepénisme de son créateur Jean-Marie Le Pen, le jean-marisme si vous voulez. Alors l'actualité nous a fait précipiter la conception de ces émissions et je vous propose ce soir de nous pencher sur les racines politiques, le pédigré idéologique du lepénisme. Les autres épisodes suivront dans quelques semaines et je vous préviendrai quand la série sera au complet disponible en podcast. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Franck Olivard est le recherchiste d'archives sonores d'Enquête de politique et notre réalisateur, c'est Christophe Imbert. Qu'est-ce que le lepénisme ? Ce n'est pas du fascisme, ce n'est pas simplement la continuité de la tradition anti-républicaine et raciste réactionnaire française, droite radicale, extrême droite, ça c'est trop vague, du national-populisme, voilà peut-être le terme le plus adéquat. Et pour plonger dans les méandres de l'idéologie lepéniste, nous sommes bien accompagnés avec Safia Dahani, docteur en sciences politiques et sociologue à l'EHESS, co-autrice d'une sociologie politique du Rassemblement national. Et nous sommes aussi avec Grégoire Kaufmann, lui aussi docteur en histoire, maître de conférences à Sciences Po, auteur du nouveau FN, Les vieux habits du populisme aux éditions du Seuil. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire ? Mais oui, mais ça existe, les races, cher ami, ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive ? Marine Le Pen est élue président du Front National. jamais peut-être. Une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau. Première question, de quelle droite Jean-Marie Le Pen est-il le représentant ? Safia Dahani. Je dirais de l'extrême droite, assez classique, héritière du fascisme français sous Vichy et qui se recompose dans les années 60-70 autour d'un parti politique, le Front National, mais qui n'était pas le seul à l'époque. Il y avait d'autres organisations, je pense au Parti des Forces Nouvelles, qui par exemple a concurrencé le FN dans les années 80. De Pascal Gauchon, le PFN. Tout à fait, le Parti des Forces Nouvelles. Donc il y a quand même cette idée que Jean-Marie Le Pen, c'est un peu le principal représentant de l'extrême droite française jusqu'à l'émergence du leadership de sa fille, puis la recomposition aussi à l'extrême droite avec Reconquête, puisqu'aujourd'hui l'extrême droite est représentée par 2 partis et plus un seul. Donc voilà, un digne représentant de l'extrême droite française. De l'extrême droite française. Grégoire Kaufmann, est-ce qu'il est dans la lignée de l'extrême droite d'avant-guerre anti-républicaine, l'extrême droite des ligues ? Non, je crois que ça serait trop simple. Je crois qu'il y a une grille de lecture paresseuse qui tente à assimiler le Front National de Jean-Marie Le Pen à une résurgence du fascisme. Or, c'est plus compliqué et cette dénonciation un peu incantatoire d'assimilation du FN au fascisme a participé de sa diabolisation dont Jean-Marie Le Pen a lui-même joué. Et je crois qu'en fait, le Front National est une auberge ouverte au grand vent des différentes tendances de l'extrême droite. Il n'y a pas uniquement les néofascistes, il y a également la tendance poujadiste, il y a la tendance Algérie française, catholique intégriste, il y a les solidaristes. Voilà, donc c'est un bariolage de tendances et de sensibilités souvent contradictoires. Qu'est-ce que les solidaristes ? Alors c'est la tendance emmenée par Stirbois. Ça participe là aussi d'un héritage assez identifié au rêve d'une Europe blanche et d'un discours très anti-immigration. Nous disons, nous, la France et les Français d'abord. Jean-Pierre Stirbois, numéro 2 du Front National en 1983. Il faut assurer la sécurité de notre pays et de ses citoyens, sécurité par rapport à tous les dangers qui menacent la France. Ces dangers sont liés
par rapport aux problèmes de défense et à l'impérialisme soviétique, par rapport à l'insécurité qui est liée au chômage, à l'immigration. Alors je voudrais quand même vous faire écouter un extrait de discours de Jean-Marie Le Pen très jeune. Il avait 27 ans et c'était en 1955. Et vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça nous ramène à la guerre. Écoutez. Françaises et Françaises de moins de 30 ans, depuis 10 ans vous vous taisez. Depuis 10 ans votre voix et votre rire ne se font plus entendre dans le pays. Comment en serait-il autrement? Comment la jeunesse dont les traits communs sont l'amour du beau, de la grandeur et de l'honnêteté pourrait-elle s'exprimer dans un pays où les scandales fleurissent, où la lâcheté et la trahison sont étalées sans vergogne par les gens qui se donnent en exemple? Alors évidemment, vous avez entendu ce qui est intéressant et très significatif dans cet extrait, c'est que Jean-Marie Le Pen, en 1955, dit « Depuis 10 ans, la jeunesse ne rit plus ». Là, on y voit quand même une nostalgie de Pétain, 10 ans 45. Le Pen est de cette droite en 1955 qui regrette la collaboration Grégoire Kaufmann. Oui, en partie. Il y a tout un petit monde qui gravite autour de lui. Il fait ses premières armes autour des militants de l'Action française, même s'il n'est pas lui-même encarté à l'Action française, mais il vend Aspect de la France à la Criée en 1947, alors qu'il est étudiant en droit à Paris. Aspect de la France est le journal qui a pris la suite de l'Action française. Charles Maurras, le grand théoricien du nationalisme intégral, est à cette époque en prison. Et Jean-Marie Le Pen se forge ses premières amitiés à droite toutes. Et là, on est en 1955, immédiatement avant son élection comme député poujadiste à l'Assemblée nationale. Safia Dahani, comment vous réagissez à l'écoute de ce son, de cet extrait qui n'est pas très connu, que Franck Olivard a retrouvé pour nous? Je dirais que ça rappelle que, avant de devenir le président du FN, c'est quelqu'un qui est quand même situé à l'extrême droite. Alors vous dites à droite toute, mais moi j'insiste vraiment sur cette personnalité qui, très tôt, dans les années 50, va graviter en fait dans différents groupuscules, puisque l'extrême droite est éclatée. On va le voir tout à l'heure avec en 1972, où effectivement il arrive à réunir toutes les droites radicales, disons ça, toutes les extrêmes droites, les droites radicales. Lui, il dira la droite tout court. Grégoire Kaufmann, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'il fait partie, en 1955, on reste au début de sa carrière, d'une droite qui n'est pas républicaine? Alors, c'est une droite autoritaire, décomplexée, musclée, mais dans le cas de Jean-Marie Le Pen, on ne trouve pas de propos clairement anti-républicains. C'est-à-dire que c'est une tendance anti-parlementaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à l'œuvre au sein du mouvement Poujade. Il y a une très vive méfiance à l'égard des élites. Il y a un anti-intellectualisme, une hantise de la décadence, un discours dirigé contre le mendésisme. Il ne faut pas négliger la part qu'a pu jouer le symbole Mendès France dans l'imaginaire nationaliste de Jean-Marie Le Pen, qui est vraiment pour lui un symbole répulsif, et je pense qu'il s'est construit en opposition à tout ce que pouvait représenter le mendésisme, c'est-à-dire ces autres... L'aspect antisémite. Oui, alors il y a un antisémitisme à peine euphémisé dans un fameux discours de Jean-Marie Le Pen à l'adresse de Mendès France, où il insiste sur la répulsion physique que lui inspire Mendès. Il porte sur son visage, oui. Mais surtout, Mendès, c'est l'incarnation d'une gauche ouverte, progressiste, qui est à l'inverse du système de valeurs qui est déjà celui de Jean-Marie Le Pen à cette époque-là. Alors moi, au cours d'une conversation que j'avais eue avec Jean-Marie Le Pen dans les années 90, quand j'étais reporter et que je suivais le Front National, il m'avait dit que son héros personnel était Cadoudal. Cadoudal, c'est ce terroriste monarchiste qui avait envoyé une bombe contre Napoléon, parce qu'il trouvait que Napoléon conservait les valeurs de la République. Donc il y a quand même un aspect un peu de nostalgie de l'ordre ancien et de la monarchie, mais il n'est pas pour un retour à la monarchie. Non, il ne s'est jamais prononcé pour un retour à la monarchie, mais il y a chez Le Pen, évidemment, dans cette hantise du déclin, il y a la nostalgie d'un âge d'or pré-industriel qui est partagé par l'ensemble des chapelles d'extrême droite. C'était mieux avant. Évidemment, Jean-Marie Le Pen s'inscrit évidemment dans cette tendance. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Nous sommes toujours avec Grégoire Kaufmann et Safia Dahani. Jusqu'à 19h, nous tentons de déterminer ce qu'est le lepénisme. Grégoire Kaufmann, vous avez beaucoup travaillé sur le populisme. Je rappelle d'ailleurs que
Il y a une série d'enquêtes de politique sur le populisme, vous pouvez retrouver en podcast. Grégoire Kaufmann, de quel populisme est le poujadisme et Jean-Marie Le Pen? Alors, le poujadisme, en fait, c'est un populisme qui s'adresse à des catégories sociales en particulier, qui sont celles du petit commerce et de l'artisanat, hanté par le déclin, avec un conservatisme social assez assumé, une peur du changement. Et Jean-Marie Le Pen fait fond sur tous ces thèmes qui participent de son acculturation politique dès cette époque-là. Ce soubassement poujadiste sera important pour expliquer et sa vision du monde et la suite de sa carrière. Il va reconvertir ensuite ce système de valeurs dans différentes tendances d'extrême droite, notamment Tixéveny-Encourt, qui était l'avocat des collaborateurs et qui s'est été présenté à l'élection présidentielle de 1965. Et puis, il y a évidemment cette tendance Algérie française qui se manifeste très clairement à cette époque et qui va jouer un rôle très important aussi dans la formation politique de Jean-Marie Le Pen. Donc on voit que Jean-Marie Le Pen, dans tous ses débuts politiques, finalement, navigue dans toutes les eaux de l'extrême droite, de la droite radicale et de la droite. En 1972, il va créer le Front National avec d'autres. Il va être choisi d'ailleurs par tous les autres parce que justement, il ne fait partie vraiment d'aucune de ses familles. Et je voudrais que vous écoutiez cet extrait de Jean-Marie Le Pen en 1972 qui essaye de caractériser de quelle droite il fait partie. Je dois dire qu'avant de revendiquer pour le Front National le terme de droite sociale, nationale et populaire, nous avons un petit peu cherché partout et nous sommes aperçus qu'à la limite, les plus courageux d'entre les hommes politiques s'acceptaient au centre. Et en dehors de cela, il n'y a que des hommes de gauche, quelquefois du centre, mais de centre-gauche, toujours, n'est-ce pas ? Alors nous sommes la droite, nous acceptons d'être les hommes qui revendiquent une ligne politique qui s'inspire de principes sur lesquels nous semble fonder la pérennité des nations. Alors Safia Dahani, il y a quelque chose que peut-être nos contemporains ne peuvent pas appréhender, c'est que dans les années 50, 60, 70 et 80, on ne pouvait plus se réclamer de droite. Ça ne se faisait pas depuis la guerre, peut-être parce qu'une grande partie de la droite s'était fourvoyée dans la collaboration. En tout cas, Jean-Marie Le Pen, là, peut affirmer que lui, il est de droite et qu'il remplit cette case. Finalement, il a un boulevard devant lui, un boulevard sémantique au moins pour revendiquer ce côté de l'échiquier politique. Oui, bien sûr, il faut toujours faire attention à la manière dont on pense les identités politiques dans notre espace contemporain et les resituer dans le passé, puisque les étiquettes n'avaient pas forcément le même sens. En fait, la manière dont Jean-Marie Le Pen et d'autres vont se réclamer d'une identité politique, donc là, il dit droite sociale, nationale, populaire, je pense qu'il faut mettre de la distance et nous mettre peut-être d'autres mots. On peut poser une hypothèse de continuité entre cette extrême droite sous Vichy, même avant Vichy, je pense aux Ligues, aux Croix de Feu, au PPF, au PSF, et la continuité dans les années 70. D'autant plus que Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il participe à fonder le FN, mais c'est quand même pas le principal instigateur du premier FN dans les années 70. C'est quelqu'un qu'on va aussi essayer de mettre en avant parce que, comme je le disais, il a du capital politique, il a dirigé des campagnes électorales, il a été député. Il a un talent d'orateur, certain. Disons qu'il a des compétences, en fait, pour faire campagne, battre la campagne, mais tout un tas de dirigeants, de militants d'extrême droite d'alors qui sont présents dans ce premier Front National, par la suite, ils vont essayer de garder la main sur le parti, et il va y avoir quand même des conflits importants. Donc Jean-Marie Le Pen, c'est pas non plus quelqu'un qui domine, en fait, l'espace d'extrême droite d'alors. C'est quelqu'un qu'on met là pour certaines raisons, et ensuite qui va récupérer progressivement la marque Front National pour en faire une marque politique plutôt personnelle autour de lui, de sa famille, et puis plus tard de ses filles. Grégoire Kaufmann, 1972, création du Front National. La guerre culturelle, l'hégémonie culturelle, comme on dit maintenant quand on parle en termes gramsciens, était remportée par la gauche. On est quelques années après 1968. Et Jean-Marie Le Pen se dit de droite dans une société qui refuse ce mot encore. Oui, très marqué aussi par un antimarxisme viscéral qui participe aussi du système de valeurs de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est intéressant, en effet, Jean-Marie Le Pen est le seul à cette époque-là, la seule formation politique à s'auto-définir de droite, étiquette infamante depuis la Libération. Mais ça va pas de soi au sein des différentes chapelles nationalistes qui choisissent Le Pen pour aller les représenter aux élections. Il faut toujours insister sur le rôle joué par Ordre Nouveau, cet héritier du mouvement Occident, du néo-fascisme
fascisme français. Et eux, le terme de droite, ça les dérange. Ils se disent pas de droite. Eux, ils valorisent une troisième voie entre capitalisme et communisme. Et cette terminologie, la droite, pose des problèmes déjà au sein du Front National dès le début, parce que les néofascistes d'ordre nouveau refusent cette étiquette et Le Pen insiste pour se présenter comme étant de droite, sachant qu'il a évidemment la conscience qu'il y a peut-être un espace à occuper dans ce contexte évidemment de l'après-mai 68, du déclin aussi du gaullisme et de la grande hantise par rapport aussi au communisme. Donc, mais en même temps, voilà, cette étiquette de droite ne fait pas l'unanimité au sein même des premières instances du Front National, puisque Jean-Marie Le Pen a été choisi par les néofascistes d'ordre nouveau pour créer ce conglomérat qui est donc le Front National, pour donner une vitrine plus présentable. En fait, il est là pour, en quelque sorte, dédiaboliser l'extrême droite et pour qui souhaite intégrer le jeu électoral et se présenter comme un parti légal et normal. C'est ce que veulent les néofascistes d'ordre nouveau. C'est pour ça qu'ils vont chercher Jean-Marie Le Pen, parce qu'il a ce carnet d'adresses et parce qu'il a en effet un capital politique, mais il est là au début pour présenter une vitrine plus raccord avec le jeu politique traditionnel. Nous considérons qu'il faut doter la famille politique que nous représentons d'un appareil qui est un rassemblement, qui est le Front National. Mais nous-mêmes, qui sommes des nationalistes révolutionnaires, avons besoin d'avoir un parti. Alain Robert, Ordre Nouveau, 1972. Un parti, au même titre que les communistes, se retrouve au sein du Parti communiste. Un parti qui participe à toutes les luttes, qu'elles soient électorales ou qu'elles soient dans la rue, à travers les différentes contestations que la société actuelle engendre, partout où cela est nécessaire. Alors, fascisme ou pas, c'est la grande question des politologues, mais c'est une grande question qui ne concerne pas simplement, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, qui concernait aussi le Parti social français avant la guerre, fascisme ou pas. On va pas rentrer dans ce débat qui déchire les historiens depuis des années, mais écoutez quand même Jean-Marie Le Pen qui évoque la fameuse petite flamme, le symbole du Front National, la petite flamme qui vient du MSI, le parti fasciste italien. C'était en 1972 encore. Vos affiches ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire ? Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie. Voilà, c'est 1972, Safia Dahani, mais en même temps, on retrouvera pendant toute la carrière de Jean-Marie Le Pen cette espèce de va-et-vient entre assumer finalement une radicalité de droite et en même temps dire mais oui, mais c'est pas tout à fait moi non plus. Oui, il y a une espèce de tension. En fait, si on resitue le FN dans l'espace politique d'alors, c'est un tout petit parti politique. Comme je vous le disais, en 74, 2 ans après la création du parti, il y a une première scission, avec pas mal de militants qui s'en vont. Jean-Marie Le Pen parvient à récupérer la marque Front National, qui à l'époque s'appelait Front National pour l'unité française, en gagnant un procès. Donc on est vraiment sur un petit parti politique. Il n'y a pas beaucoup de cadres, il y a très peu de militants. Donc voilà, il faut... Jusque tard, parce qu'en 81, oui. Rappelons que Jean-Marie Le Pen n'obtient pas les 500 signatures, et c'est finalement aux législatives de 81, le Parti des Forces Nouvelles dont vous parliez tout à l'heure, qui fait un score tout petit, mais plus important que celui de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, c'est un petit parti qui en plus est concurrencé à l'extrême droite. Et c'est surtout, donc il y a cette idée de à la fois faire parler du parti, se distinguer en fait de ses homologues, voilà, et cette idée aussi de montrer qu'on serait loin donc de l'extrême droite groupusculaire qui pratique la violence politique et donc d'une extrême droite qui serait maintenant beaucoup plus légitimiste puisqu'elle participerait aux élections. Grégoire Kaufmann. Oui, c'est en fait les convulsions contradictoires qui président à la naissance du Front National et qui ne cesseront d'agiter l'histoire du parti, c'est-à-dire comment trouver, où placer le curseur en fait entre l'assagissement nécessaire et le positionnement radical. En quelque sorte, comment se présenter comme un parti contestataire, hors système, et en même temps tenter d'intégrer le jeu électoral. Et cette tension, elle est là dès l'origine. Le Pen incarne cette tension-là, et elle se confond avec l'histoire du parti. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
À l'occasion de la mort de Jean-Marie Le Pen, nous inaugurons aujourd'hui le premier épisode de notre série sur le lepénisme. Les 3 épisodes bientôt disponibles en podcast sur l'appli Radio France. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur la page de l'émission sur le site de France Inter. Nous retrouvons la sociologue Safia Dahani et l'historien Grégoire Kaufmann. Alors le Front National, qui était donc groupusculaire, comme vous le rappelez Safia Dahani, finalement trouve un espace politique après 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y a une sorte de polarisation de la droite. Il y a eu aussi un petit coup de pouce de François Mitterrand stratégique au tout début, mais ça c'est presque anecdotique, même si ça peut paraître coupable d'un point de vue politique, c'est comme ça. Mais il y a un espace pour une radicalité de droite, et le talent de Jean-Marie Le Pen, c'est de savoir l'occuper. Ce qui nous intéresse, c'est l'idéologie. Et je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Jean-Marie Le Pen en 1986, parce que comme on essaye de parler d'idéologie et de savoir ce qu'il y a dans la tête politique du lepénisme et du jean-marisme, puisque cette émission aujourd'hui est consacrée à Jean-Marie Le Pen, on va parler un petit peu d'économie. Écoutez ce que disait Jean-Marie Le Pen sur l'économie en 1986, une époque très libérale, c'était sur Antenne 2. Je crois que nous avons été les promoteurs des idées libérales sur le plan économique, puisque dans un livre qui s'appelait « Droite et démocratie économique », publié en 78, 2 ans avant la première élection de Reagan, nous défendions déjà l'idée qu'il n'y avait d'emploi qu'à partir de l'entreprise, qu'il fallait donc faciliter l'épanouissement des entreprises, et que pour cela il fallait réduire massivement les charges et les impôts. Et partant, le rôle de l'État dans l'économie. Safia Dahani, est-ce que Jean-Marie Le Pen est un ultralibéral ou est-ce que c'est un opportuniste ? Je rappelle que 1986, c'est la grande mode du libéralisme. L'émission, elle est consacrée à l'idéologie, mais cette idéologie, ces idées, elles flottent pas dans l'air, elles sont quand même incarnées dans des hommes, des partis qui sont situés d'une certaine manière. Peut-être rappeler que 86, c'est quand même l'année où il y a un premier groupe FNRN à l'Assemblée nationale, avec ses législatives partielles, où en fait le FN va aussi commencer à faire alliance avec des cadres de la droite, exemple classique Bruno Maigret, et puis certains députés qui viendront de petits partis type CNIP, plutôt centristes. Donc il y a quand même cette idée que le FN, c'est un parti d'extrême droite, donc il y a extrême mais il y a aussi droite. Il y a quand même une espèce de continuité dans les programmes du parti où il y a cette idée quand même que le FN va défendre le monde de la boutique, défendre le patronat, défendre... Donc il parle par exemple de charges sociales, pas de cotisations, et qui est couplé aussi par exemple avec une méfiance, voire un très fort rejet du syndicalisme par exemple. Où eux, ils sont plutôt du côté d'associations corporatistes plutôt que de défense des conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. Donc oui, le FN, c'est un parti qu'on peut dire économiquement plutôt libéral, qui est plutôt du côté des personnes qui détiennent les moyens de production, si je peux le dire de cette manière. Et puis il y a quand même une large partie de leur électorat qui est aussi situé du côté des indépendants, des artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Donc ça résonne aussi en fait de cette manière-là. Grégoire Kaufmann, est-ce qu'il y a des convictions économique à l'extrême droite et au Front National à l'époque? Depuis les années 70, Le Pen se pose en champion du libéralisme. Dans les années 80, il se veut le Reagan français. Il va même aux États-Unis. En 1987, il va rencontrer Reagan. Il souhaite désétatiser l'économie. Il s'oppose au fiscalisme. Il y a un grand vent libéral qui souffle sur l'ensemble de la politique française à cette époque-là. Il n'y a que le Parti communiste qui y échappe. Même la gauche s'y convertit. Donc là, en fait, Le Pen, il est bien dans son époque aussi. Il y a aussi ce soutien à l'idée européenne. Le Pen va jusqu'à prôner des abandons de souveraineté pour coordonner par exemple une armée française et britannique. Alors évidemment, c'est un discours motivé par les catégories qui sont celles de la guerre froide et par cet anticommunisme qui est central dans l'idéologie de Jean-Marie Le Pen. Ce libéralisme décomplexé sera celui du Front National jusqu'aux années 90, où là le parti va faire sien un nouveau mot d'ordre, le ni droite ni gauche, et on va avoir un discours beaucoup moins libéral, une défense des services publics beaucoup plus assumée. Dans les années 80, en gros, Le Pen attaque l'État Moloch, c'est-à-dire il y a cette espèce de hantise de l'étatisme, et on voit ce discours profondément évoluer au mi-temps des années 1990. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question. Sur RTL en 1987.
Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? Monsieur Yvan Levaille n'a jamais fait mystère d'être juif. Tiré du documentaire de Pierre Jouve et Ali Magoudi, 1987. Il s'en fait gloire. Parce qu'à partir du moment où il s'en prévaut, ben, c'est une donnée du débat. Il s'est jamais prévalu d'appartenir à la race juive. Bien sûr que si. Il y a une race juive. Oui, mais ça existe, les races, cher ami. Ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident. Qui d'ailleurs protège, je crois, ses caractéristiques et son identité et sa pureté par l'application de règles extrêmement strictes. Extrêmement strictes. Safia Dahani. Moi, ça me rappelle une autre archive. Une année plus tôt, aux universités d'été du FN de la Grande Motte, Jean-Marie Le Pen parle de sa croyance dans l'inégalité des races. Donc, le racisme, c'est quand même un point très important de l'idéologie, des idées portées par les membres du FN, et ce, dès sa création. Et je pense qu'en cela, Jean-Marie Le Pen, il se fait le porte-parole sûrement de ses idées, et puis aussi de pas mal de personnes qui sont dans son organisation. Grégoire Kaufmann. Alors, moi, je voudrais raconter un souvenir personnel. J'ai réalisé avec Emmanuel Blanchard un documentaire historique pour France Télévisions. Le diable de la République, 40 ans de Front National. Exactement, et donc j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen à cette occasion. J'ai eu un entretien préparatoire, je suis allé voir dans son manoir de Montretout pour préparer l'interview face caméra. Et parmi toutes les questions que je lui ai posées cette question-là, je lui ai dit, mais Jean-Marie Le Pen, vous êtes un acteur politique rationnel. Si vous souhaitez accéder au pouvoir, il faudrait construire des alliances avec la droite classique. Or, par ces dérapages antisémites, par cette surenchère dans la provocation, vous vous interdisez en fait toute construction efficace ou crédible pour pouvoir accéder un jour aux responsabilités. Au-delà des questions de principe et des questions morales, c'est contre-productif. Alors pourquoi ces dérapages antisémites? Et il avait pris un petit moment de réflexion et il m'avait répondu vous croyez que Jean-Marie Le Pen est du genre à s'accroupir devant les Juifs? J'avais reposé exactement la même question face caméra. Il m'avait répondu je dois m'interdire de parler parce que le CRIF me l'interdit. Ça, c'est pas Le Pen, ça. On ne peut pas attendre, ni mes amis, ni encore moins mes adversaires ne peuvent attendre ça de moi. Je dois m'interdire de parler parce que le CRIF me l'interdit? Voilà, vous voyez, donc c'était un peu euphémisé, mais je pense qu'il y a chez Jean-Marie Le Pen cette conviction qu'il existe un complot juif, qu'il était persécuté par les organisations juives. Il y a, ça évidemment, c'est un vieux terreau qui est celui de l'extrême droite depuis longtemps, mais cet antisémitisme aussi participe aussi d'une stratégie qui est celle en fait de l'autodiabolisation, parce que c'est l'antisémitisme qui lui permet de solidifier ce cordon sanitaire entre lui et les autres, entre lui et les autres forces politiques, et qui lui interdit toute stratégie d'alliance constructive. Et Jean-Marie Le Pen campe avec délice son image de diable de la République, et je pense qu'il a œuvré à sa propre diabolisation, avec d'ailleurs l'appui de la gauche au pouvoir dans les années 80. Il y avait vraiment un jeu mimétique entre l'antiracisme incantatoire et puis le Front National le péniste. Voilà, donc il faut aussi rappeler que cet antisémitisme-là, c'est un verrou, en fait, qui participe d'un refus du pouvoir. Eh bien, Grégoire Kaufmann, moi aussi, j'ai un souvenir personnel. Une rencontre avec Jean-Marie Le Pen à Montretout, pour un documentaire aussi, où il m'a expliqué, évidemment hors caméra, il n'a jamais voulu répéter ça dans la caméra ni dans aucun micro, donc c'est ma bonne foi, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir eu 6 millions de juifs morts compte tenu de la taille des chambres à gaz, et il connaissait la taille, les mètres carrés des chambres à gaz, le nombre de mois pendant lesquels il y a eu des exécutions de juifs, et il avait fait tout un calcul, et selon lui, c'était impossible qu'il y ait eu 6 millions de morts. Il savait à qui il s'adressait, un journaliste, et donc effectivement, il soignait avec cette déclaration off, il soignait sa diabolisation. Une diabolisation qui ne pouvait pas être explicite dans sa voix, parce qu'évidemment, il refusera de me le dire au micro et à la caméra, mais ça décrit exactement le mécanisme que vous venez d'expliquer.
Ça me rappelle la brochure de François Duprat dans les années 70. 6 millions de morts, le sont-ils vraiment? François Duprat, qui était l'incarnation de la tendance nationaliste révolutionnaire, qui œuvrait toujours au sein du Front National, et a eu cette tendance négationniste dès l'origine du Front National, avec des personnalités issues de cette mouvance-là, comme François Duprat, qui était le numéro 2 et l'éminence grise de Le Pen dans les années 70, qui va être victime d'un attentat en 1978. Et ce François Duprat a exercé aussi une influence sur Le Pen, et je pense aussi a participé aussi de la construction d'un imaginaire antisémite chez lui. Antisémite. Et on notera quand même que, au-delà de l'antisémitisme, il y a ce discours sur les races, sur la différence et la hiérarchie des races, qui est quand même unique dans la classe politique française. France Inter, enquête de politique. Nous sommes toujours avec Grégoire Kaufmann et Safia Dahani et nous tentons de déterminer le contenu idéologique du lepénisme. Alors il y a un aspect idéologique de Jean-Marie Le Pen autour de sa personne. C'est pas très théorisé, mais c'est par la façon dont il se présente, par le personnage qu'il se construit. Il y a une part aussi du jean-marisme, du lepénisme version Jean-Marie, très idéologique. Écoutez cette présentation de lui-même. Décrivez-vous. Je sais pas, je suis grand, assez athlétique, blond, très, je crois, assez extraverti. Je me vois comme quelqu'un. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le Ménil. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. C'est-à-dire c'est une pierre levée, du granit debout. C'est un peu ça. Je suis un homme, c'est-à-dire quelqu'un de viril, et chez nous, ces qualités sont considérées comme telles. Le héros dans notre pays, c'est un héros, ce n'est pas un anti-héros. Tous les modèles de ma jeunesse ont été des modèles de combattants, que ce soit des combattants de la foi, des combattants de la patrie, des combattants de la guerre. Par conséquent, moi j'ai été élevé dans l'admiration du combattant et de l'homme viril, tutélaire, mettant sa force au service de la faiblesse, de la justice, au service des siens. Safia Dahani, cette archive date de 1987, on est très loin, très longtemps avant toutes ces histoires de déconstruction et toute la réflexion sur le genre, mais quand même, le granit debout, je suis un homme viril, un combattant, ça fait partie aussi de l'image idéologique de Jean-Marie Le Pen. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez classique dans ce pôle du champ politique. Cette idée qu'il y a des inégalités naturelles entre les hommes et les femmes. Cet imaginaire aussi militaire, en fait. Il faut rappeler aussi que Jean-Marie Le Pen, et puis les premiers dirigeants du Front, les premiers cadres, sont aussi passés par le service militaire ou ont combattu dans l'armée française. Donc, il y a aussi cet imaginaire qui est assez puissant. Et puis, classiquement, à l'extrême droite, le masculinisme est quand même assez exacerbé. Cette idée que les hommes dominent, doivent diriger, etc. Donc moi, ça me paraît assez consonant, en fait, avec la construction politique de Jean-Marie Le Pen. De ce côté-là du champ politique, c'est un homme, et un homme doit être dominant. Grégoire Kaufmann, comment vous réagissez à cette archive? Oui, ça, on est évidemment dans un imaginaire d'extrême droite tout à fait identifiable. Et Jean-Marie Le Pen, c'est un langage corporel, c'est un corps. Il faut faire saillir les muscles. Jean-Marie Le Pen, quand il était étudiant à la Corpo de droit, il faisait le coup de poing, il allait casser du communiste et du gauchiste. Il y a toujours eu cette dimension chez lui, cette valorisation des qualités viriles du chef, donc, avec cette idée d'un pouvoir vertical et l'incarnation. Et Le Pen, je pense, encore une fois, s'inscrit par exemple dans l'héritage d'un Doriot, Jacques Doriot, le PPF dans les années 30, le fascisme français, c'était aussi ça, c'était aussi ce corps, il fallait que ça sue, il fallait qu'on voit les muscles. Et il y a aussi le côté bon vivant, chanteur, français, franchouillard, il y a cet aspect-là aussi, un peu presque un art de droite.
Ouais, alors il surjoue un petit peu, je trouve, cette dimension-là, parce qu'il y a aussi un Le Pen peut-être un peu plus secret, qui aime lire, qui a une forme de culture historique. Il est érudit. Il a une forme d'érudition, il a une maîtrise de la langue, une bonne maîtrise de la langue française, et il y a chez lui aussi peut-être cette dimension un peu plus intello, qu'il s'efforce de ne pas mettre trop en valeur, parce que c'est pas tout à fait soluble avec cette image de leader d'extrême droite et d'un chef qui se montre à la tribune avec ce corps en majesté et encore une fois ces muscles qu'il faut faire saillir. Safia Dahani, comment vous qualifieriez la différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen? Est-ce que c'est simplement une différence d'époque? Les obsessions populaires ne sont pas les mêmes et donc Marine Le Pen n'a pas tout à fait le même discours et même récuse par certains côtés, en tout cas explicitement, le discours de Jean-Marie Le Pen? Ou vous voyez une continuité, une logique? Moi, ce que je montre dans ma thèse et dans des travaux collectifs avec des collègues spécialistes aussi du RN, c'est qu'il y a quand même une très importante continuité, en fait, entre la manière dont Jean-Marie Le Pen a, par exemple, dirigé le FN et ce qui s'est passé à la suite de l'accès de Marine Le Pen à la présidence au Congrès de Tours en 2011. Alors certes, il y a la configuration politique qui est différente. L'offre politique française a été transformée. Il y a un recul important de la droite. Voilà, les gauches sont plus dans le même état non plus. Il y a eu aussi la construction d'une offre politique macroniste. Mais en tout cas, en termes idéologique, d'idées, de programme, il y a quand même une très forte continuité autour du racisme, de la défense. Alors la nature du racisme change. On passe de l'anti-immigré arabe à l'anti-musulman. L'accent sur la religion est appuyé. Ça, je me demande à quel point... Ce qui n'était pas tout à fait le cas avec Jean-Marie Le Pen. C'était plus l'étranger. Oui, mais c'est peut-être en fait je me suis replongée pour l'émission là dans les archives des programmes du parti depuis les années 80 et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une construction liée aussi à la manière dont le FN sous Marine Le Pen a changé sa manière de communiquer avec les journalistes, etc. En fait, dans les programmes par exemple édités en 85, on retrouve déjà des propos autour non pas que des immigrés dans leur intégralité et de l'étranger, il y a aussi la dimension religieuse qui est très importante, qui est liée, sous la plume de Jean-Marie Le Pen, à c'est une histoire de choc des civilisations, à une incompatibilité en fait entre l'islam, qui est cité comme tel, et l'identité française, etc. Donc il y a déjà cette dimension religieuse qui est déjà marquée en fait dans les programmes des années 80. Donc moi, je me demande à quel point c'est aussi une construction liée aussi à cette idée qu'il y aurait eu un renouvellement, une révolution avec l'avènement de Marine Le Pen. Mais en tout cas, moi, je vois d'importantes continuités, dans un contexte, une offre politique qui quand même change et qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que de penser à la manière dont le FN se serait démarginalisé, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à comment le champ politique s'est droitisé. Et donc, de fait, il apparaît aussi beaucoup plus normal et légitime aujourd'hui. Grégoire Kaufmann, quelle différence et quelle similitude voyez-vous entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen? Je pense, moi, par exemple, à la question de la laïcité. Jean-Marie Le Pen ne parlait jamais de laïcité. On sait sans être pieux du tout, il avait des sympathies, en tout cas il avait des amis, on pense à Bernard Antony, à toute une branche de droite catholique intégriste. Marine Le Pen ne les a pas, et Marine Le Pen parle depuis, notamment Florian Philippot, de laïcité. Est-ce que là-dessus, vous voyez des différences quand même? Oui, alors il y a évidemment des continuités. On reste quand même dans une conception déterministe et figée de la communauté nationale avec un discours anti-immigré. Alors ça, il y a vraiment des continuités tout à fait identifiables. Mais en même temps, c'est vrai que la valorisation de la laïcité, c'était pas le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Ce qui est intéressant avec Marine Le Pen, c'est qu'elle a tenté de vampiriser toute une partie de l'héritage républicain en invoquant des valeurs comme la laïcité, on vient de le dire, mais aussi le droit des femmes, la défense des homosexuels et des juifs aussi. Tout cela étant évidemment dirigé contre l'islam, avec ce racisme qui ne dit plus son nom. Hein. On est passé d'un racisme à la Jean-Marie Le Pen, qui est assez clairement racialiste et inégalitaire dans ses termes, et à un racisme plus euphémisé, avec Marine Le Pen, qui repose davantage sur une hantise du mélange, de l'altérité, avec cette idée du choc des civilisations. Vous voyez, on passe à une forme de différentialisation
racisme qui est plus tout à fait le même racisme qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et par rapport à l'islam, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, dans les années 80, on commence à voir dans les programmes du Front National des critiques adressées à l'islam, mais en même temps, Jean-Marie Le Pen, il est un peu mal à l'aise par rapport à cet angle d'attaque, puisque lui, pour lui et pour d'autres personnalités du Front National, comme par exemple Bruno Gollnisch, eh bien, l'islam est considéré comme une religion tempérante, voire émolliente, qui verrouille utilement dans l'étouffoir les risques de contestation des normes dominantes. C'est un peu l'idée, en gros, pendant que les musulmans vont à la mosquée, au moins, eh bien, ils ne vont pas fronder l'ordre social. Et donc, c'est une vision paternaliste et néocoloniale, en fait, de l'islam, qui fait que Jean-Marie Le Pen va être un peu gêné par rapport à cet enjeu-là. Il faut vraiment attendre, et même Marine Le Pen au début, il faut vraiment attendre 2009 pour voir vraiment Marine Le Pen axer son discours politique contre l'islam et systématiser cette critique-là. Safia Dahani, est-ce qu'il y a un rapport différent entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, un rapport différent au pouvoir? On a le sentiment que Jean-Marie Le Pen était plus mu par une volonté de représenter le pouvoir tribunicien, alors que Marine Le Pen semble dans une démarche finalement de conquête des manettes institutionnelles du pouvoir. Et alors, souvent, on a dit que Jean-Marie Le Pen refusait le pouvoir, a tenté de maintenir sa mainmise sur un parti, mais tout en refusant à chaque fois le pouvoir. Moi, je voudrais quand même rappeler que le FN sous Jean-Marie Le Pen, c'est aussi des profils comme aujourd'hui sous Marine Le Pen, des dirigeants avec profil un peu classe sup, bien diplômés, capital culturel, etc. Des gens qui lisent et qui aussi peuvent parfois commettre des actes répréhensibles. On le voit par exemple dans la composition des députés en 1986, une grosse trentaine de députés, plutôt des 4 sup. Oui, bien sûr. Je pense notamment à des énarques, Maigret, Blot, etc. Donc, il y a quand même... le FN sous Jean-Marie Le Pen, c'est quand même une entreprise de conquête du pouvoir qui est limitée aussi par la manière dont s'organise l'offre politique et avec, je pense, par rapport à aujourd'hui, un espèce de front républicain, un espèce de cordon sanitaire, une espèce d'entente entre forces politiques de gauche et de droite contre l'extrême droite, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus diffus, pour le dire de manière polie. Qui a encore marché lors des dernières législatives. Bien sûr, mais bon, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des dirigeants de la droite dite de gouvernement, même des dirigeants centristes, des élus, rechigner un peu à appeler à voter contre le FN. Alors là, c'est pas du tout un jugement, mais disons que ça contraste fortement avec l'histoire élective et quelques élus, FN quelques sous Jean-Marie Le Pen. Personnalités de gauche radicale aussi qui rechignent à choisir. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est une autre question. Chose. Moi, je me concentre sur comment est-ce qu'on peut comparer le FN de Jean-Marie par rapport en termes de contexte. Et en tout cas, juste Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui, quand elle est élue à la tête du FN en 2011, va aussi tenter de structurer une nouvelle filière du recrutement. Donc, vous parlez de Florian Philippot. Et donc, elle va tenter d'attirer, comme c'était le cas dans les années 80, ce que Guy Birenbaum appelait des élites vitrines, c'est-à-dire notamment des cadres issus d'autres partis ou alors des écoles dites du pouvoir et de la droite. Et donc, elle va recruter aussi des gens comme ça. Donc, il y a Philippot, il y a plus tard Sébastien Chenu, Jacobelli, Odoul, toutes ces personnes-là qui, en fait, ont déjà fait de la politique avant, ont été collaborateurs, sont centristes ou de droite et qui vont, en fait, apporter des compétences et professionnaliser le FN. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le FN de Marine Le Pen est quand même dans une position assez dominante dans le jeu politique, qu'on construit comme un arbitre de la stabilité d'un gouvernement, par exemple. Votant 17 127. Congrès de Tours en 2011, Jean-Marie Le Pen passe le flambeau à sa fille Marine. Bruno Gollnisch, 5 522 voix, soit 32,35%. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue président du Front National. Chères militantes et militants du Front National, jamais peut-être une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau. Ce flambeau si magnifique que je reçois de surcroît des mains de Jean-Marie Le Pen. Dans sa fonction de président d'honneur, son irremplaçable expérience comme sa sereine autorité et la rectitude de sa pensée seront pour moi un appui déterminant. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double, puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis,
Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Là-dessus, Grégoire. Oui, alors Marine Le Pen, fille de son père, mais aussi, à mon avis, disciple de Bruno Maigret, puisqu'en fait, elle s'inscrit assez pleinement dans l'héritage maigretiste qui reposait sur cette volonté de dédiaboliser le parti, de le professionnaliser, de faire venir à lui aussi des cadres venus du RPR ou d'autres partis, des hauts fonctionnaires. Bruno Maigret qui a tenté également donc de construire des alliances avec la droite classique, de sortir de la marginalité, de casser la droite en quelque sorte en portant ses contradictions jusqu'au point de rupture. Et il y a cet héritage-là qui n'est pas assumé, tant la rupture avec Maigret a laissé des plaies vives en 1999, mais il est quand même intéressant de voir que le parti sous Marine Le Pen va recycler un certain nombre de maigretistes. Je pense à Steve Bruat, à Nicolas Bay, qui est parti depuis chez Zemmour, mais il y en a eu bien d'autres comme ça, avec cette idée aussi qu'il faut faire des écoles de formation des cadres, qu'il faut sortir de la marginalité. Et Maigret a été l'un des premiers artisans de la dédiabolisation qui sera reprise ensuite par Marine Le Pen dès les années 2000, quand elle commence à gravir les échelons au sein du parti. 2 épisodes sont à venir dans les semaines prochaines. Marine Le Pen au pouvoir, que pourrait donner l'application de son programme et quelles sont les particularités du national-populisme version Marine Le Pen par rapport à celui de son père, mais aussi dans le cadre de cette vague mondiale de l'extrême droite et du populisme. Et justement, la semaine prochaine, à la veille du discours d'investiture de Donald Trump, nous nous interrogerons sur ce nouveau libertarianisme réactionnaire, ce technopopulisme qui vient. La programmation musicale était assurée par Thierry Dupin, Théo de Lobader et Rémi Sistiaga étaient à la technique ce soir. Je vous retrouve dimanche, donc après le journal de 18h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.